BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à toutes et à tous. Si demain vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le club BFM Crypto. On va voir dans quelques instants, on va faire le point sur les performances de Bitcoin. On va voir que depuis la création de Bitcoin en 2009, si vous aviez investi n'importe quand et conservé votre position au moins 4 ans, votre pire performance aurait été de plus 140%. Le flou réglementaire aux États-Unis aussi. On va voir si il commence à faire fuir certains acteurs. Mais d'abord, cap sur le marché crypto du jour avec Laurent Pignot, analyste chez Zone Bourse. Bonjour Laurent. Laurent, le Bitcoin prend pour l'instant 0,4% en 24 heures, donc c'est du très court terme, et semble indécis. Quelle tendance à suivre? On est pour le moment autour des 27 600 $, Laurent. Et oui, effectivement, le Bitcoin reprend timidement des couleurs aujourd'hui, mais peine à retrouver réellement une dynamique haussière durable à court terme, même si on a eu ce week-end une belle poussée du Bitcoin qui était revenu au-dessus des 28 500 $. Mais le mouvement, comme on l'a vu, s'est essoufflé en début de semaine, ce qui témoigne finalement d'un engagement pas encore complètement confiant des investisseurs. Mais il faut dire que la conjoncture économique n'est toujours pas favorable pour les actifs risqués, comme en témoigne justement l'envolée du dollar depuis cet été. D'ailleurs, historiquement, le Bitcoin est inversement corrélé au dollar, avec l'évolution du cours de dollar. Donc forcément, un dollar qui est fort ne fait pas les affaires du Bitcoin. Donc pour l'instant, dans ce contexte d'envolée des rendements obligataires, de taux d'intérêt élevés et d'une inflation qui n'est pas encore maîtrisée, le Bitcoin évolue forcément pas dans un contexte idéal, mais d'un point de vue technique, d'un point de vue analyse technique, le Bitcoin reste résilient tout de même dans ce contexte. Il ne franchit pas encore des seuils techniques très importants à la baisse. Le niveau des 25 000 $ d'ailleurs est un support majeur pour le Bitcoin et il n'a pas été franchi en juin lorsque le Bitcoin est venu toucher les 25 000 $, puis une nouvelle fois en septembre récemment. À chaque fois, ce niveau est défendu par les acheteurs. Donc c'est le seuil à surveiller sous les pieds du Bitcoin. En revanche, au-dessus, c'est la zone autour des 28 000, 28 500 $ qui bloque les acheteurs pour l'instant. Donc à court terme, il faudra surveiller ce niveau à dépasser pour véritablement relancer la tendance à court terme, ce qui viendra probablement avec un contexte économique un peu plus favorable pour les actifs risqués et aussi de bonnes nouvelles pour l'écosystème crypto. Toujours sur le court terme, Laurent, l'Ethereum, lui, perd 0,4% en 24 heures et ne sait pas trop où aller non plus. Il est pour l'instant aux alentours des 1650 $, Laurent. Alors oui, l'Ether est à peu près sur la même configuration graphique que Bitcoin, même si le graphique est un peu plus détérioré. Il se retrouve au niveau d'un support majeur autour des 1650 $, une zone qui a fait office de résistance plusieurs fois par le passé. Il faut idéalement rester au-dessus de ce niveau pour qu'il ne bascule pas, lui, dans une dynamique baissière à court terme. En revanche, dans l'autre sens, c'est les 1730, 1750 $ qui bloquent pour l'instant, sur lesquels il a buté donc fin août et ce week-end. Donc idéalement, repasser au-dessus serait de bon augure pour l'Ether à court terme. Mais voilà, on sent bien que c'est Bitcoin qui mène la danse, donc ça sera sûrement dans son sillage que l'Ether surperformera. Merci Laurent Pignot, analyste chez Zone Bourse. On va suivre tout ça de très près. Bonne journée Laurent. J'ai le plaisir de cueillir aujourd'hui Jonathan Erskovici. Bonjour Jonathan, bienvenue dans le club BFM Crypto. Tu es fondateur et CEO de Stackinsat. On accueille aussi Valentin Demey. Bonjour Valentin. Bonjour Amaury. Directeur des contenus chez Cryptost et CEO de Cube3. Valentin, on en parle pas mal dans cette émission, le flou réglementaire qui s'installe et qui perdure, en tout cas aux États-Unis, et ce qui commence à faire fuir certains acteurs, parce qu'on apprend notamment que Ripple officialise cette semaine l'obtention d'une licence d'établissement de paiement majeur à Singapour. Juste pour rappeler qui est Ripple, Valentin. Alors on connaît très bien Ripple, non pas forcément pour sa solution technique, mais pour ce qui se passe en ce moment avec la SEC en ce moment, et en fait même depuis longtemps, parce que c'est depuis 2020 qu'il y a cette problématique entre la SEC, la Security and Exchange Commission, donc le gendarme boursier américain, et Ripple, avec au cœur de la problématique, est-ce que c'est une valeur mobilière, le XRP, le token de la plateforme Ripple. Donc c'est une problématique de très longue date entre les deux, il y a des rebondissements à chaque fois d'un côté ou de l'autre, ça avance, je pense qu'on aura des réponses dans les prochains mois, on en a déjà eu une partie cet été, donc on verra dans quelle direction on part, mais ça contribue à ce qu'on appelle le flou réglementaire aux États-Unis, on en parle très souvent, de cette guerre économique justement qui est issue de ce flou réglementaire, où certains projets menacent de partir, ouvrent des succursales dans d'autres pays du monde, et les autres pays du monde justement qui
utilisent cette problématique aux États-Unis pour devenir plutôt crypto-friendly. C'est le cas de Singapour. Là, c'est ce qui se passe, ouais. C'est le cas de Singapour, effectivement, qui a depuis quelques temps décidé d'être le futur, un des gros hubs de l'écosystème crypto. L'Europe joue sa carte aussi avec MiCA, Marketing Crypto Asset, le règlement qui sera uniformisé l'année prochaine pour que tous les pays de l'Union soient justement aptes à proposer des services crypto avec une clarté réglementaire. Il y a aussi, on en a parlé la dernière fois, Singapour, c'est le cas d'aujourd'hui, mais aussi le Qatar et tous les Émirats arabes unis en général qui du coup jouent leur carte là-dessus. Et là, c'est effectivement Ripple qui a obtenu une licence assez précieuse, parce que c'est là une licence bancaire, que je ne dise pas de bêtises pour être très précis, parce que là on parle totalement de quelque chose... D'établissement de paiement. D'établissement de paiement, exactement. De très précis pour ce qui concerne la réglementation. Et ils ne sont pas manqués de tacler les États-Unis, puisqu'ils mettent dans leur communiqué, alors que certains pays freinent l'innovation en matière des cryptos, tiens, coucou les États-Unis, Singapour garde une longueur d'avance en se préparant pour l'avenir de l'inévitable. Donc on voit très bien que ça continue de se scinder et que pour le coup, Singapour remporte aujourd'hui cette guerre entre les deux pays. Bon, il y a clairement un pied de nez qui est fait aux États-Unis et on verra que c'est pas si simple, parce que dans cette émission, on a parlé d'une sorte de match de régulation entre l'Europe et les États-Unis. Pour l'instant, avec MiCA qui arrive, on est relativement en avance, mais attention, peut-être qu'on le verra plus tard, mais on est peut-être trop en avance et peut-être que les États-Unis se posent des questions que nous ne posons pas, ou alors pas assez. Donc c'est à suivre. On parle aussi d'Ethereum. Valentin, Ethereum a-t-il trop changé, parce que c'est son fondateur, Vitalik Buterin, qui se pose la question. Je vois Jonathan qui rigole et tu vas réagir là-dessus juste après. Mais il se demande si ça a trop changé depuis sa création en 2015. C'est vrai que la blockchain a fait du chemin. Déjà, Valentin, un petit rappel. Pourquoi a été créé Ethereum à la base? À quel besoin ça répondait? Ethereum, c'était justement pour répondre à une problématique de Bitcoin, mon cher Jonathan Moscovici, Bitcoin maximaliste dans l'âme, qui est la programmabilité, la capacité justement de mettre des conditions sur une blockchain. Donc Ethereum était l'une des premières, ou en tout cas avec le plus de succès, à éclore dans cet objectif des smart contracts, de la programmabilité, de pouvoir construire des choses au-dessus de ce layer 1, justement de cette blockchain originelle qui est Ethereum et qui effectivement a énormément évolué. Donc Jonathan dira probablement un mot dans quelques minutes sur ce sujet-là, mais il faut bien comprendre que Bitcoin a un protocole qui est assez immuable, sur lequel la majorité de la communauté est d'accord pour ne pas le faire évoluer grandement par rapport à ses usages d'origine, même s'il y a des updates importants qui se font, c'est pas pour changer le cœur du protocole. Autant sur Ethereum, la communauté est d'accord pour justement être plus mouvant et avoir de plus en plus de use cases, de cas d'usage, avoir de plus en plus d'applications et autres. Et là, on a donc Vitalik Buterin, qui est l'un des cofondateurs d'Ethereum, qui s'interroge sur est-ce qu'Ethereum ne part pas justement dans tous les sens. Alors pas forcément dans tous les sens pour toujours, mais dans tous les sens trop vite. Parce qu'on a une problématique aujourd'hui d'adoption, on a une problématique aussi de ce qu'on appelle la scalabilité, de résilience. Les blockchains sont faites pour évoluer dans le temps, et est-ce qu'on n'est pas en train de justement faire partir les branches avec des vecteurs d'attaque systémiques dans tous les sens qu'on aura du mal lorsqu'il y aura de plus en plus de milliards sur les blockchains à combler derrière. Donc c'est effectivement dans cet objectif-là qu'il a publié un article de réflexion, et Vitalik Buterin est coutumier du fait. Encore une fois, c'est un protocole décentralisé, donc il n'a pas la main pour pouvoir aller dans le sens qu'il veut quand il le veut. Et donc l'objectif, c'est de travaux de recherche, se demander si on n'est pas en train de mettre trop de centralisation sur des choses très particulières, notamment le staking dont on parle beaucoup sur ce plateau. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer des géants qui seront du coup vecteurs d'attaque demain sur une chaîne très basse, très proche de la blockchain originale Ethereum, qui pourrait du coup vraiment affecter la base même d'Ethereum et non pas comme lorsque ça arrive de temps en temps, et on en parle sur ce plateau, des hacks dans la finance décentralisée ne menacent pas l'écosystème Ethereum en général, puisque c'est vraiment une branche très précise, un protocole qui utilise Ethereum, mais qui n'est pas suffisamment systémique pour que l'ensemble du réseau soit en danger. Donc là, c'est effectivement le papier qu'il sort pour se demander, ne va-t-on pas trop vite, trop loin, un peu dans toutes les directions? Est-ce qu'il ne faut pas se rappeler un petit peu l'objectif initial d'Ethereum? Et il dit que c'était justement un protocole qui devait être une machine virtuelle, et on devait construire au-dessus et ne pas trop menacer la base de cette machine virtuelle. Voilà, il a fait son papier de recherche, il s'interroge, et les développeurs entendront ou pas son inquiétude et s'adapteront ou pas. Jonathan, en tant que Bitcoin maximaliste, quel conseil tu aurais à lui donner, sachant qu'à la base, en 2015, Ethereum a été créé pour répondre à certaines problématiques qu'à l'époque, en tout cas, Bitcoin ne pouvait pas mener à 100%. Alors je vais être très modeste par rapport à cette réponse-là, parce que je ne suis pas un expert d'Ethereum. Mais je crois savoir que Vitalik lui-même était un des cofondateurs de Bitcoin Magazine. Donc à la base, Vitalik est un
bitcoiner. Et effectivement, pour les problématiques que tu as citées, il a décidé de créer Ethereum. Effectivement, même lui-même, je crois qu'il a dit ça il y a quelques mois, ne savait même pas quelle était la supply de l'Ether aujourd'hui en circulation. Et c'est ça qui est puissant dans Bitcoin, c'est qu'il y a une prévisibilité certaine, alors que justement sur le protocole Ethereum et l'Ether, le jeton, et ben finalement ça part dans tous les sens. Il y a eu cette fameuse mise à jour du Proof of Stake, nous ce qu'on appelle plutôt le Proof of Wealth, parce que finalement c'est les plus riches qui vont détenir le plus de jetons et pouvoir justement influencer les décisions sur la blockchain. Donc c'est vrai que pour nous en tant que bitcoiner, alors je dirais pas qu'Ethereum est un shitcoin, mais effectivement si on continue dans cette voie-là, effectivement ça pourrait vraiment le devenir et on perdrait finalement l'utilité, en tout cas l'ambition de Vitalik et de Joe Lubin qui était au départ. Jonathan, Bitcoin évolue aussi. On a vu depuis janvier dernier qu'il y avait des NFT, et je mets des guillemets parce qu'en réalité, techniquement, ce ne sont pas des NFT, qui sont apparus sur Bitcoin. Lors de ton dernier passage sur ce plateau fin mai, on était en pleine hype, entre guillemets, des ordinals, donc la mode des NFT, toujours avec des guillemets sur Bitcoin. 4 mois plus tard, où est-ce qu'on en est ? Alors déjà, peut-être rapidement redéfinir ce que sont les ordinals. Bien sûr, ouais. Voilà, rapidement. Mais en gros, c'est effectivement la possibilité d'inscrire sur la blockchain Bitcoin et notamment sur l'unité la plus petite de la blockchain Bitcoin, à savoir le Satoshi, des données, qu'elles soient sous forme de texte, d'images, de vidéos. Et effectivement, il y a quelques mois, du coup, ce fameux ingénieur qui a créé ce protocole Ordinals et les tokens BRC20 qui en découlent, en fait, a créé une hype. Alors, c'était aussi un petit peu la mode des NFT, comme tu as dit, et ce qui a créé, je pense, de facto, en fait, un apport de liquidité important sur ce protocole. Et en fait, l'impact pour la blockchain Bitcoin, ça a été l'augmentation des frais et surtout la congestion de la mempool. Donc, très rapidement, la mempool, c'est quoi ? C'est tout simplement une représentation temps réel des enchères qu'il y a en temps réel sur les frais et du coup la liste d'attente en fait des transactions qui vont passer dans le prochain bloc. Et effectivement, cette mempool a été extrêmement congestionnée avec du coup la hype des NFT sur Bitcoin. Et concrètement, on s'en est servi pour faire quoi au moment où c'était très utilisé ? En gros, en fait, tout le monde voulait créer leur BRC20 parce qu'il était extrêmement simple de créer des tokens. Et en fait, il y a eu justement une hype où en fait tout le monde voulait créer son propre token pour le revendre à je ne sais qui. Ce qui a créé justement en fait cette hype et une grosse attractivité sur les ordinals et les BRC20, avec comme conséquence encore une fois une congestion de la mempool. Donc ça c'était du coup au pic finalement autour de mai-juin 2023. Et là ça s'est calmé. Et là c'est plus que ça, c'est-à-dire que la mempool en fait là entre début septembre et début octobre, début septembre on était je crois à plus de 650 000 transactions en attente. Et là, en fait, il y a une diminution de 93% de ces transactions en attente pour arriver autour de 40 000 transactions. Donc, on voit que la hype s'est un peu dégonflée. De toute façon, et ça, Valentin, tu le sais aussi bien que moi, sur les NFT, sur Ethereum, effectivement, on est quand même sur un vide sidéral. Voilà, il ne se passe plus rien. Finalement, ça commence à se répliquer sur les ordinals. Et on en revient finalement à l'utilité. Et moi, je pense que déjà, ce qui est sûr, c'est que sur Bitcoin, personne ne peut dire ce qui peut être fait. Tout le monde peut l'utiliser. Donc, c'était finalement un très bon use case de voir quels étaient les autres usages possibles. Alors, évidemment, moi, en tant que Bitcoiner, l'usage principal, c'est l'usage monétaire, réserve de valeur, moyen de paiement. C'est quoi etc. pour toi ? Tu l'as vu comment ça ? C'était quoi ? C'était un gadget ? En fait, c'était plus un test ? Ouais, pour moi, c'était quelque chose où il fallait justement expérimenter. On est quand même dans un monde où en fait l'expérimentation est indispensable. Ouais. Donc, on le voit très bien et c'est ce que j'apprécie chez Ethereum, c'est justement ce côté expérimentation, même s'il ne faut pas aller dans un extrême comme vient de le dire Vitalik. Mais c'était quelque part le moyen de tester des nouvelles choses. On a vu que ça pourrait d'ailleurs de nouveau marcher, parce que finalement, on ne sait pas, on ne peut pas prédire l'avenir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que n'importe qui peut utiliser Bitcoin sans restriction, que ce soit pour un usage monétaire ou non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la réalité des frais de minage, c'est un aspect majeur de la rationalité des acteurs économiques pour savoir s'ils vont passer ou non une transaction. En fait, on en revient finalement à ce côté. Et là, l'état du marché actuel n'aide pas. Exactement. À et c'est pour ça qu'on peut remercier Satoshi Nakamoto d'avoir créé Bitcoin, parce qu'en fait, avec cette théorie des jeux, en fait, tout s'équilibre assez naturellement.
Bon, on est en plein bear market aujourd'hui, bear market. Faut pas dire beer. Non, je veux dire bear, Voilà. je faisais l'erreur au début. Voilà, ouais, parce que ça c'est ailleurs. Voilà. Bear market. Depuis plusieurs mois, et on est proche d'en être le plus long, ou même le plus long pour l'instant ou... Alors déjà, on ne sait pas vraiment comment est calculé, vraiment comment commence un bear market. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le top était en novembre 2021. On espère, on ne sait pas. Mais en tout cas, le dernier top, le all-time high, c'était autour de $60 000 en novembre 2021. Ouais. Effectivement, on peut estimer que c'est le début du bear market, même si d'autres diront que c'est un peu calculé différemment. C'est subjectif. Enfin, bref, voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, ce bear market s'installe. On ne sait pas d'ailleurs quand est-ce qu'il finira. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on peut gagner sur Bitcoin. Il faut être patient, et c'est ce que tu disais dans ton introduction. Si quelqu'un avait investi sur Bitcoin du coup n'importe quand d'ailleurs depuis son histoire, et qu'il avait conservé sa position au moins 4 ans. Ouais. Il serait sur un minimum de 140% de performance. Et d'ailleurs, je l'ai même tweeté ce matin, mais je vais vous donner un peu les chiffres de la pire performance. Donc je parle bien de la pire. Donc il aurait fallu investir au top de 2017 autour de $19 000. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on s'en rappelle, n'est-ce pas Valentin ? Tout à fait. Voilà. Et 4 ans plus tard, en décembre 2021, le prix du Bitcoin était autour de $46 000, ce qui fait une performance de 140%, et je précise bien que c'est la pire performance sur 4 ans glissants. Donc voilà, donc après moi aussi, c'est vrai que je parle rarement de prix sur ce plateau, parce que je pense que la vraie valeur de Bitcoin, pour moi, elle est dans son utilité, en tant que moyen de paiement, système monétaire, bref, je ne vais pas revenir dessus. Mais là, je voulais quand même faire une petite mise au point aussi, parce qu'on a quand même pas mal de détracteurs qui disaient, justement, en fin 2017, qu'à $19 000, c'était un prix totalement stratosphérique. Aujourd'hui encore, on nous disait que voilà, Bitcoin a perdu 50%, plus de 50%, pardon, est passé de 60 000 à $15 000 au plus bas, là, en décembre dernier. Et en fait, on voit que Bitcoin, depuis le début de l'année, a pris 100%. Et Bitcoin, depuis finalement ce top de 2017 à 19 000, est déjà encore à plus de 60%. Donc c'est toujours une question de perspective. Évidemment, Amaury, ce n'est pas un scoop, Bitcoin est volatile. La meilleure façon d'épargner sur Bitcoin, c'est le DCA, de lisser son investissement pour réduire le risque du placement et d'avoir un horizon long d'au moins 4 ans, comme on vient de le voir sur l'exemple que je viens de citer, même si on peut considérer que vaut mieux le détenir encore plus longtemps que 4 ans et le voir vraiment comme une réserve de valeur à plus long terme. Mais en tout cas, la meilleure façon d'investir, c'est bien le dollar cost averaging pour lisser son point d'entrée sur Mais c'est quand même Bitcoin. pas simple pour ceux qui ont des business liés directement au Bitcoin, comme toi par exemple, fondateur et CEO de Stackinsat. Comment tu gères ça, toi qui fais de l'épargne sur le Bitcoin justement? J'imagine, est-ce qu'il y a des clients qui viennent te dire mais attendez, là, vous m'avez conseillé d'investir à ce moment-là, mais là, on voit que depuis 2 ans, alors, les performances ne sont pas au rendez-vous. Alors, nous, déjà, la quasi-intégralité de nos clients sont en performance positive. Donc ça, c'est un premier point. Et surtout, on voit une nouvelle typologie de clientèle, parce que là, on voit les entreprises, alors surtout les TPE-PME pour l'instant, qui s'intéressent à placer une partie de leur trésorerie en Bitcoin, tout simplement parce qu'ils voient les ravages de l'inflation, de la perte de pouvoir d'achat. Et en fait, il y a quand même certaines boîtes qui ont accumulé beaucoup de trésors post-Covid, et qui cherchent justement à faire fructifier, ou en tout cas à protéger leur trésorerie contre la perte de pouvoir d'achat et l'inflation, sachant que finalement, pour les produits de trésorerie d'entreprise, il y a assez peu d'offres. Je ne sais pas si tu le savais, Amaury, mais finalement, le trésorier d'entreprise, il est un peu désemparé par rapport à l'offre de produits financiers. Donc c'est pour ça que nous, justement, avec Stackinsat, on va arriver sur ce marché pour aller chercher justement la trésorerie d'entreprise, des TPE-PME, voire derrière des plus grosses entreprises. Justement, les professionnels, il y en a de plus en plus sur ce marché. On voit que les Real World Assets, Valentin, ces derniers mois, donc la tokenisation d'actifs du monde réel, connaît un engouement particulier chez bon nombre d'acteurs institutionnels. On voit cette semaine que UBS Asset Management lance un fonds d'investissement tokenisé sur Ethereum. C'est assez intéressant parce qu'il y en a certains qui choisissent des blockchains privées pour faire ça. Oh oui. Qu'est-ce que ça change, le fait que ce soit sur Ethereum, Valentin ?
Ce qui est amusant, c'est qu'effectivement, parce que vous avez du mal avec les noms anglais, Amaury, donc Real World Asset, Bear Market. Vas-y, refais. Real World Asset. Ah oui, c'est bien ça. Ah, c'est pas mal. C'était pas mal. Je fais du progrès. Donc les actifs de la vie réelle, si on veut les faire à la française pour être beaucoup plus serein, effectivement, c'est cette capacité, et c'est d'ailleurs une tendance qui existe depuis 6 mois, 1 an, et qui s'accélère en ce moment de la part des institutionnels, c'est de tokeniser des actifs de la vie réelle, de l'immobilier, des actions, du côté, du non-côté, et de les mettre sur blockchain. Bien souvent, ce qui était intéressant pour eux, c'était de les mettre sur des blockchains privées, c'est-à-dire quelque chose de très interne à l'entreprise, qui était équivalent à un tableau Excel séparé par 5 personnes. Donc c'était un petit peu limité. Là, de plus en plus, et c'est d'ailleurs ce qu'avait fait comme choix la Société Générale il y a quelques temps, c'est de le mettre, pour être très français, sur des blockchains publiques. On vient de parler d'Ethereum, c'est justement un des usages d'Ethereum. Et là, ce qui est amusant, c'est que c'est une expérimentation qui est faite, là encore, avec l'autorité monétaire de Singapour. Donc on parlait de Singapour au tout début de l'émission. Effectivement, elle continue de jouer fièrement leur carte du jeu avec UBS, donc pour tokeniser un véhicule qui est un fonds d'investissement. L'objectif, c'est d'avoir beaucoup plus de traçabilité, de pouvoir l'avoir coté en permanence, de faire des échanges en permanence, sentir de confiance, comprendre entre les lignes, séparer 30% du desk des opérationnels pour aller jusqu'au bout de leur logique, surtout pour, d'ailleurs c'était JP Morgan qui ne s'en cachait pas il y a quelques temps, réduire la part de surveillance parce que c'est immuable sur des blockchains publiques. Donc c'est ça l'objectif. On a justement son responsable UBS Asset Management de Singapour qui dit que c'est une étape clé pour la compréhension de la tokenisation des fonds en s'appuyant du coup forcément sur l'expertise d'UBS et avec le soutien de la MAS, donc l'autorité de Singapour. C'est important ce pas-là, puisque c'est encore une fois une très grosse banque qui le fait, c'est pas une expérimentation locale. Et puis, je me souviens avoir passé il y a 1 an et demi, un peu de temps, dans une salle au Louvre avec les banquiers centraux. On avait déjà justement l'autorité de Singapour qui se félicitait de travailler sur des sujets liés à la tokenisation, liés à la finance décentralisée. En France, on est très axé sur la monnaie numérique de banque centrale, avec justement l'e-euro qui devrait sortir, on ne sait plus le nom, on change tout le temps comme je précise à chaque fois, donc je ne me risque plus parce qu'après on me dit que voilà, le nom a changé. Donc cette monnaie numérique de banque centrale, c'est vraiment focus par l'Europe et particulièrement la France sur ce sujet-là pour 2026-2027, et on a d'autres pays qui font d'autres choix. C'est en tout cas le cas de Singapour de se fixer sur plutôt la finance décentralisée, l'échange entre monnaies décentralisées, la création de fonds, la tokenisation de fonds. Donc c'est vraiment 2 aspects intéressants, mais les deux vont dans le sens des blockchains, d'une forme de blockchain, peut-être plus privée pour le côté Europe, mais laisse la porte ouverte au privé avec Mika et justement toute la réglementation. Donc on voit qu'on ne sait pas trop comment y aller, il faut y aller, donc on met de quoi pouvoir avoir une surface de frappe un peu partout au cas où il faille se déplacer. C'est déjà très bien, c'est mieux que les États-Unis qui font n'importe quoi, mais en tout cas c'est côté Singapour et même côté Émirats Arabes Unis, c'est beaucoup plus dans des cas concrets d'usage de ce qui existe déjà, là où avec la peur de PayPal à l'époque et son stablecoin que voulait sortir aussi Facebook il y a encore plus longtemps, l'Europe est plutôt sur la réserve de il ne faut pas perdre notre pouvoir monétaire avec des initiatives privées, donc sortons notre monnaie numérique de banque centrale. En France, on a aussi la Société Générale qui choisit la blockchain Ethereum. Oui. Il l'a choisie à plusieurs reprises pour la tokenisation d'obligations. Très rapidement, Jonathan, tu as créé aussi Surfing Bitcoin. Il y avait la 4e édition ce mois d'août 2023, quelle était la différence par rapport aux précédentes éditions? C'est quoi? C'était plus des professionnels qui venaient? Alors effectivement, vu que nous sommes en bear market, n'est-ce pas, on n'avait pas de prise de risque, en tout cas on n'a pas choisi de positionner cet événement grand public. Donc en tout cas ça a été un énorme succès, 700 personnes. Valentin, toi tu n'étais pas là malheureusement, j'espère que l'année prochaine. L'année prochaine j'espère être là. Voilà. Donc non, ça a été un super succès, on a mis en avant le Lightning Network. 40% des transactions sur place se sont faites en Lightning. Pareil qu'on pouvait acheter à boire via le Lightning Network. Exactement, donc il y a Pauline je crois qui a fait un article dessus. Le réseau a beaucoup chauffé ou pas? En tout cas 40% des transactions ont été réalisées sous Lightning Network. D'ailleurs on a annoncé avec Stackinsat qu'on supportait le Lightning Network à cette occasion, et effectivement les gens achetaient directement leur Bitcoin depuis, à travers Stackinsat pour payer leur bière. Voilà. Bon, tu viendras nous parler de l'édition 2024 à ton prochain passage. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jonathan Erskovici, CEO et fondateur de Stackinsat. Valentin Demey, CEO de Cube3 et directeur des contenus chez Cryptos. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, bonne soirée, à demain. BFM Business, BFM Crypto, le club.